Bienvenue dans Rue de la République pour ce nouvel épisode de notre émission politique en compagnie de la Marseillaise. Bonjour Léo Purguette. Bonjour. Il a l'œil taquin aujourd'hui et ce dimanche, Léo Purguette, le président. Nous sommes ensemble pour recevoir Patrick Amico, l'adjoint au logement de la ville de Marseille. Bonjour Patrick Amico. Bonjour. Alors, on devient très sérieux évidemment pour évoquer ce procès de la rue d'Aubagne avec 8 personnes qui attendent, en tout cas leurs familles, leurs proches, qui attendent justice et qui réclament justice. C'est avant tout le procès d'un cas très particulier. C'est pas forcément celui du logement indigne, ou alors tout est mêlé finalement? Non, mais je crois qu'il faut repréciser des choses effectivement sur ce procès. Ce procès, c'est un procès qui concerne un homicide involontaire sur 8 personnes. Donc, 8 familles qui ont vu leurs proches disparaître dans des conditions qui sont précises, l'effondrement de 2 immeubles le 5 novembre 2018. C'est pas le procès de l'habitat indigne en général, c'est vraiment un procès pénal sur ces 8 morts. La ville de Marseille s'est portée partie civile dans ce procès. Elle s'est portée partie civile parce qu'elle a toujours été... Alors qu'elle est mise en cause, vos prédécesseurs en tout cas. Je ne me prononcerai pas sur le contenu du procès et ce qu'il en sortira, mais la ville de Marseille s'est portée partie civile parce qu'elle a toujours soutenu, et elle continue depuis plusieurs années, à soutenir les familles dans leur démarche, parce que ces familles, elles ont le droit à la vérité, elles ont le droit de comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là, et la collectivité en général, tous, au travers de la justice, nous avons le devoir de leur répondre sur ces points-là. Alors, où ira le procès avec l'oralité des débats? Qu'est-ce qu'il en ressortira? Ça, c'est la justice qui le dira et qui en tirera les conséquences. Léo Purguette. Alors ça a été une déflagration très forte, ce drame de la rue d'Aubagne, qui a aujourd'hui encore beaucoup d'écho dans la population. Pour vous, qu'est-ce qui le distingue de toute autre chose? Le drame de la rue d'Aubagne, il était, je ne dis pas attendu, mais il était prévisible. Et il est arrivé. Il était prévisible parce qu'on savait tous très bien que l'habitat en centre-ville et dans un certain nombre de quartiers se dégradait. On savait tous très bien l'état dans lequel étaient les choses. On ne reviendra pas sur le rapport Nicole ou tout ce qui a été dit là-dessus. Le drame du 5 novembre a prouvé jusqu'où ça pouvait aller et que, au-delà des mots, au-delà des rapports, au-delà des grandes déclarations des uns et des autres, il y avait des vies et des vies menacées derrière. Il est particulier aussi parce que lors de cet effondrement, il y a eu un élan de solidarité collectif. Je crois qu'on n'a jamais rencontré avant. Les collectifs existaient, d'autres se sont créés. Il y a eu une mobilisation à la fois immédiate et très forte de l'ensemble de la population sur place pour aider, pour apporter des choses. Et en même temps, population qui s'est retrouvée dans une situation intenable tout de suite, puisqu'il faut se rappeler que tout de suite derrière, ce sont des centaines de personnes et des centaines de familles qui ont été évacuées en panique par la ville à ce moment-là. Et les arrêtés de péril après, évidemment. Avec des arrêtés de péril dans tous les sens, qu'on peut comprendre vu l'état de sidération dans lequel tout le monde était à ce moment-là, mais qui ont été vraiment au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer à ce moment-là sur cette problématique de l'habitat indigne. Alors c'est une ampleur très importante, vous l'avez dit, jusqu'à 4000 délogés, 40 000 logements qui avaient été identifiés comme étant indignes. La dernière fois que nous vous avons reçu sur ce plateau, vous nous expliquiez que c'était finalement pas un stock mais un flux, c'est-à-dire que des logements nouveaux tombaient dans l'indignité. Alors où on en est? Est-ce qu'on arrive à réduire ce flux à Marseille? Vous savez, pour la première fois depuis que nous avons réorganisé tout le dispositif d'approche de ces problèmes d'habitat indigne, donc en 2021, pour la première fois, nous avons depuis cet été un phénomène très intéressant qui est que je signe chaque mois plus de mains levées, c'est-à-dire de sorties de procédures sur les immeubles, que l'on en a qui rentrent en procédure. Donc ça dénote quand même une tendance, même si c'est un signal faible, même s'il faut rester prudent toujours, parce que... C'est pas réglé, très clairement. Rien n'est réglé, et il faudra des années et des années avant de pouvoir régler ces problèmes-là. On voit quand même que beaucoup de choses ont évolué. On a toujours des évacuations. On en a eu une, par exemple, le 5 novembre après-midi, sur la rue des Feuillants, un ancien hôtel qui appartenait précédemment... À quelques dizaines de mètres, effectivement, à la rue d'Aubagne. Monsieur Didi, marchand de sommeil potentiel, puisqu'il n'est pas jugé, identifié par la justice, entre autres. Mais bon, on voit bien que donc des problèmes peuvent encore surgir, on le sait. Mais en tout cas, on a avancé parce que, globalement, la dangerosité des dossiers que l'on a à traiter est moins importante
que celles que l'on avait jusqu'à maintenant. Et comme je vous le dis, on a plus de dossiers qui sortent de procédure que de dossiers qui rentrent en procédure. Donc, signaux faibles, signaux intéressants, mais qui prouvent quand même que l'on a bien avancé. Je rappelle quand même quelques chiffres qu'il faut toujours avoir en tête. Oui. Même si on a aujourd'hui 1400 procédures en cours sur des arrêtés de péril ou de mise en sécurité. Mais un arrêté de mise en sécurité, ça peut être un bout de corniche d'un balcon qui tombe jusqu'à une évacuation d'immeuble. Donc on ne peut pas tout mélanger là-dedans. On a aujourd'hui encore 512 ménages qui sont évacués. Donc c'est environ 1 millier de personnes qui sont relogées. Donc 440 ménages relogés directement par la ville. On voit quand même que les choses avancent. On voit quand même que on a investi l'année passée plus de 4 millions de travaux d'office dans l'année, alors qu'on était à 168 000 € en 2018. Donc on a 28 marchands de sommeil qui ont fait l'objet de procédures qui ont été condamnés. On a plus de 160 articles 40 et signalements qui ont été faits auprès de la justice. On a complètement changé de planète, voire même de galaxie par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, Patrick Amico, on a dans ce procès tous les ingrédients finalement de ce qui conduit au mal logement. On a une municipalité qui à l'époque n'avait peut-être pas pris, ça c'est la justice qui le dira, pris conscience de l'ampleur du phénomène. On a un expert qui a fait une visite mais qui n'a pas forcément tout bien regardé. On a un syndic sur lequel on peut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui on a progressé également à la matière ? Alors, la problématique de l'habitat, la problématique du logement, elle est qu'on a en face de nous un objet privé. Oui. Lorsque la ville de Marseille travaille sur les écoles, elle travaille sur des bâtiments qui lui appartiennent. Lorsqu'on travaille sur de l'habitat indigne, dans 80 voire 90% des cas, on a affaire à des propriétaires privés, dont certains sont d'excellente bonne foi, d'autres moins. Donc toute la problématique, elle est de savoir comment on peut amener, expliquer, former, voire obliger ces propriétaires privés à faire ce qu'ils doivent faire, à assurer l'entretien de leur immeuble, assurer éventuellement le relogement de leurs locataires s'il y a un problème dans leur immeuble, à travailler avec des syndics qui soient peut-être mieux formés, peut-être plus compétents sur un certain nombre de sujets concernant l'habitat indigne. Donc on voit très bien qu'on a encore des progrès à faire, même si aujourd'hui les choses évoluent quand même, parce que je crois qu'à Marseille aujourd'hui, plus aucun syndic ou plus aucun propriétaire ne peut dire qu'il ignore ce que c'est l'habitat indigne et les risques qu'il prend à ne pas faire ce qu'il doit faire. Alors c'est lié aussi à l'histoire du logement à Marseille où beaucoup de ces logements indignes servaient de logements sociaux de fait. Où en est-on de la construction de logements sociaux à Marseille ? On sait que la municipalité avait été pointée du doigt par le préfet, nous l'avions révélé à la Marseillaise, et pourtant vous en aviez fait une priorité. Exact. Alors la municipalité avait été pointée du doigt, oui, parce que nous avons hérité là aussi de beaucoup de choses dans lesquelles il a fallu faire du tri, dans lesquelles il a fallu voir les programmes qui étaient vraiment intéressants, dans lesquels il a fallu voir si le logement social tel qu'il était produit avant n'était pas principalement lié à des résidences gérées, c'est-à-dire pas du logement social familial, mais du logement étudiant pour certains ou d'autres produits de ce type-là. Nous avons relancé la production de logements sociaux suite aux alertes qui ont été effectivement faites au titre de la loi SRU. Nous l'avons relancé fortement, puisque aujourd'hui on est à plus de 45% de logements sociaux dans la production de logements sur Marseille. Nous avons signé avec l'État, avec la métropole et d'autres partenaires, un contrat de mixité sociale au mois de juillet dernier, qui nous permet aujourd'hui d'aller programmer la construction de 5000 logements dans les 3 à 4 ans à venir, sur des sites qui sont aujourd'hui à peu près déterminés et qui vont permettre non seulement de construire du logement social parce que c'est fondamental, mais en même temps de rééquilibrer le logement social à Marseille. Le construire où ? Vous savez, il y a 6% de logements sociaux de droit dans le centre-ville, notamment dans le quartier Noailles, dans le premier arrondissement. Il y a 46% de logements sociaux dans le 15e. Donc vous imaginez bien que, avec ce que l'on sait des populations traditionnelles qui habitent le centre-ville, des populations sociales qui habitent le centre-ville, qui doivent y rester, qui veulent y rester, lorsqu'on n'a que 6% de logements sociaux, ça veut dire que derrière, on a du logement social de fait qui existe, et que c'est ce logement social de fait qu'il faut arriver à transformer, sur lequel il faut arriver à travailler. Est-ce qu'on est loin aujourd'hui, Patrick Amico, des menaces de mise sous tutelle qui faisaient quand même un peu désordre pour le printemps marseillais que vous êtes, parce que vous avez été élu sur ça ? Est-ce que oui, vous avez le sourire, je le dis pour les auditeurs de Maritima. On est loin finalement de ces menaces ? Ça s'est éloigné ou est-ce que le contrat de mixité sociale qui a été pris aujourd'hui ne pose plus cette question.
La ville de Marseille n'a pas été mise en carence au titre de la loi SRU. Le comité national qui traite ces questions-là ne l'a pas décidé. Donc, ce sujet aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. Il y a quand même une fracture dans cette ville entre des quartiers nord, des quartiers sud qui sont censés être, en tout cas qui sont plus favorisés, c'est évident, pas censés. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à rééquilibrer et quels outils vous avez pour éventuellement rétablir une mixité sociale qui a été un peu trop galvaudée ou abandonnée même à une certaine époque? C'est une excellente question. Je vous remercie de la poser. Je vous remercie de me l'avoir posée. Elle est d'actualité aujourd'hui. Pour produire du logement, il y a pas 36 millions de solutions possibles. On peut réhabiliter des logements en centre-ville, on le fait en partenariat avec la métropole et avec l'État au titre de la SPLAIN. Pour produire du logement, on sait que c'est pas la ville seule qui peut travailler, puisque une collectivité locale municipale n'a pas tous les pouvoirs, notamment en matière d'aménagement, notamment en matière de plan local d'urbanisme, notamment en matière d'agrément de logements sociaux, qui pour certains relèvent de la métropole. D'autres problématiques, on l'a vu sur un site, je pense au site Le Grément, relève de l'État avec des problèmes de pollution. Donc on voit bien qu'on ne s'en sortira jamais si on ne sait pas mettre en place ce travail collectif. Aujourd'hui, ce qui nous manque, au-delà de la problématique du logement en centre-ville, pour lequel justement des dispositifs sont en place via l'SPLA, une nouvelle discussion actuelle sur l'extension de la compétence, je ne parle pas du périmètre, de la compétence d'Euroméditerranée, on voit qu'on a besoin d'outils d'aménagement. On voit qu'on a besoin de travail sur le foncier. On voit qu'on a besoin d'avoir une puissance technique assez forte qui permette de réenvisager une problématique d'aménagement qui permettra de produire de la surélévation, de la densification, mais aussi de rendre des terrains à la nature, mais aussi de reconstruire. Aujourd'hui, on a quelques interrogations, je dirais, sur le sujet. Une façon soft de dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Absolument pas. Je dis que l'outil que nous avons actuellement à Marseille, qui s'appelle la Soleab, est quand même soumis à des difficultés diverses. Et je tiens à marquer quand même notre inquiétude, même si nous pensons que le plan de redressement qui est en cours amènera à des choses intéressantes, sur la capacité à faire et la nécessité absolue d'avoir un outil qui puisse faire de l'aménagement à Marseille. Alors la précédente invitée de cette émission, Sabrina Agresti-Roubache, nous a dit très nettement que ce qui posait problème à Marseille, c'est que les élus locaux ne prenaient pas leurs responsabilités et que quand elle est arrivée en responsabilité elle-même, elle a trouvé notamment beaucoup de crédits non consommés concernant l'ANRU. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Je vais lui répondre, je lui laisse le jugement qu'elle porte. L'ANRU a voté une enveloppe globalement de 650 millions d'euros sur Marseille, on le sait, c'est pas nouveau. Là-dedans, vous avez des crédits qui concernent directement les cités d'habitat social, donc au titre d'opérations programmées de démolition, reconstruction, réhabilitation d'un certain nombre de sites, et quand même une part aussi... je crois que c'est 200 millions au total qui concernent le centre-ville et qui sont directement mobilisés par la SPLAIN dans le cadre des opérations. Je dis qu'aujourd'hui, les limites d'engagement d'opération pour l'ANRU, c'est 2026. On n'y est pas encore. Oui, ces programmes sont complexes. Ils sont complexes pour deux raisons. D'abord, par la taille, par le retard que l'on a déjà et qui avait été pris depuis des années sur ces programmes-là. On est au NPNRU. Il y a eu un premier programme de rénovation qui avait constaté ça. Et ils sont complexes parce que nous sommes en pleine crise immobilière, partout en France, pas uniquement à Marseille, que cette crise immobilière, elle amène aussi à réduire les taux de rotation dans le logement social. On a 50 000 demandeurs de logements sociaux à Marseille aujourd'hui. Donc on imagine bien que pour pouvoir mettre en place toutes les politiques de relogement qu'il faut pour sortir un certain nombre d'opérations, c'est complexe. On le fait du mieux possible, on le fait en liaison avec la métropole, puisque là aussi, NPNRU, c'est aussi un travail en commun avec la métropole, c'est pas systématiquement la ville. Des plateformes de relogement ont été mises en place, mais c'est vrai que ces opérations, je dirais pas traînent, mais sont complexes. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui disent que ça va pas assez vite, sauf qu'aujourd'hui, pour aller plus vite,
c'est un soutien et c'est un appui sans faille de l'État et d'autres collectivités qu'il nous faut. Alors l'État, la métropole, la ville de Marseille, le département également sont réunis au sein de la Société publique d'aménagement, la SPAIN, effectivement, dont des difficultés à prononcer. Ça se passe bien, a priori. On a vu que vous avez voté au dernier conseil métropolitain l'extension du permis de louer sur des secteurs encore différents, du côté de la Belle de Mai, je crois. Vous parlez le même langage, alors qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de frictions politiques, puisque 2026 n'est pas très loin en termes d'élections municipales. Vous savez, je crois que la problématique de l'habitat indigne, la problématique de la réhabilitation du centre-ville transcende quand même, comme d'autres sujets d'ailleurs. Elle l'aurait dû, en tout cas. Voilà, transcende quand même un certain nombre de clivages politiques. On peut avoir des visions différentes, on en a sur un certain nombre de sujets. Oui. On parlera peut-être de l'encadrement des loyers. Oui. Par exemple, on peut avoir des visions différentes là-dessus, voire même, pour certains cas, des visions idéologiques différentes là-dessus. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le travail remarquable qui est fait par les équipes de l'SPLAIN avec Franck Caro et ses équipes, ce travail remarquable est totalement soutenu à la fois par la ville, par la collectivité métropolitaine et par l'État. Et là-dessus, nous n'avons pas vraiment de différence d'analyse ni de différence de priorisation sur ce qu'il convient de faire et la manière dont on le fait au sein de la SPLAIN. Mais pas par Sébastien Delogu, visiblement, qui a joué les troubles faits encore il y a peu. Vous lui avez répondu sur Twitter en cette fin de semaine, qui vous juge. Alors, les qualificatifs, c'est quoi? C'est inaction? Intègre, non. Des élus intègres et responsables. Alors, vous n'êtes pas ça? Je le dis en creux. Si on ne juge pas que nous sommes des élus intègres et responsables, c'est que nous serions des élus qui ne sont pas intègres. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds simplement que sur le logement, c'est un sujet effectivement très complexe, sur lequel, lorsqu'on veut intervenir, il faut quand même avoir un minimum d'analyse de fond et les partager. On attendait M. Delogu lors du rendez-vous annuel du logement, il s'y était inscrit, il n'y est pas venu, il avait sans doute d'autres obligations. Donc travaille un peu, première partie de la réponse. Deuxième chose, nous sommes complètement ouverts à avoir un débat avec M. Delogu sur tous les sujets en matière de logement qu'il pose, il n'y a pas de problème. On travaille toujours, nous, à livre ouvert et en mettant tout sur la table. La troisième chose, c'est que parler d'élus qui ne seraient pas intègres et responsables, comme je l'ai dit, soit M. Delogu a des éléments qui permettent de dire que les élus ne seraient pas intègres. Dans ce cas-là, c'est au procureur qui doit les donner. Soit il ne les a pas. Dans ce cas-là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça peut être de la diffamation. Alors, vous évoquiez justement la question de l'encadrement des loyers qui fait débat avec la métropole. Et pourtant, les Marseillais, bien sûr, comme beaucoup d'autres Français, sont inquiets par l'élévation des loyers, les difficultés à se loger, la pression exercée par Airbnb. Donc, quelle est votre réponse là-dessus? La métropole n'a pas fait de blocage sur l'encadrement des loyers par la ville de Marseille. Elle ne partage pas, mais elle partage pas, mais elle vous a laissé faire. Elle a laissé faire. Il y a eu des analyses qui sont remontées au Conseil d'État pour savoir si elle pouvait laisser faire une collectivité seule dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Le Conseil d'État, visiblement, je n'ai pas lu sa réponse, a dit que oui. Ce que nous attendons aujourd'hui de la part de la ministre, c'est simplement la signature du décret. Rien d'autre. Il est dans le bureau de la ministre. On verra quelle décision elle prend. Pour notre part, nous ne doutons pas un instant que la ministre ne le signe rapidement. Et nous avons continué à travailler dans une phase technique qui est extrêmement importante, qui s'appelle la surcote, qui permet d'aller avoir des cotations très précises secteur par secteur pour savoir quels sont les niveaux de loyer actuels, quels sont les niveaux de loyer auxquels on pourrait aller ou on devrait aller. Et donc, tout ce travail technique, il continue à être fait pour qu'on ait d'ici quelques semaines une vision très claire de ce que l'on peut mettre en place, ce qui pourra intervenir dès que le décret sera signé. Ça vous interroge qu'il n'y ait pas de ministère de la ville? Je crois que Madame Létard est très compétente en la matière, puisque elle a beaucoup travaillé aussi du temps de Jean-Louis Borloo, donc les questions liées à la ville, elle les connaît bien. Elle connaît parfaitement bien les questions liées au logement en général. Donc pour l'instant, plutôt que d'avoir des estimations sur le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, moi j'attends de juger sur pièce ce qui sort. On est à quasiment au terme de cette émission. Patrick Amico, adjoint au logement de la ville de Marseille. Vous avez fait une action assez spectaculaire de sillage, de boîte à clés pour les propriétaires d'Airbnb qui n'étaient pas forcément en régularité. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui, à la fois aux gens qui s'en servent et puis aux gens qui louent également? J'ai deux choses à dire. La première, c'est d'abord le fait que nous avons vu avec plaisir que la loi sur le contrôle des résidences de tourisme a été votée.
jeudi. Donc c'est déjà une grande satisfaction. Nous avons beaucoup travaillé avec Iñaki Chaniz et Anna Glemer sur ces questions-là. Marseille étant effectivement une ville particulièrement concernée par ça. La loi va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans un certain nombre de domaines concernant donc les résidences meublées de tourisme. Ce que je peux vous dire et vous annoncer, c'est que la ville de Marseille prendra très rapidement, probablement même au conseil municipal de décembre, une délibération qui ira au maximum de ce que peut nous permettre la loi aujourd'hui, même si le décret d'application ne sont pas encore pris, mais on a suffisamment d'éléments pour aller là. C'est-à-dire pour éviter que Marseille ne se peuple de résidences secondaires, notamment de résidences secondaires, uniquement destinées aux résidences meublées de tourisme. On ne peut pas constater qu'on a besoin de 4500 logements par an à Marseille et constater qu'en 2023, on aurait perdu 2100 logements uniquement pour des résidences secondaires louées en résidence meublée de tourisme par des investisseurs. C'est pas possible. Donc nous irons au maximum de ce que nous permet la loi pour contrôler ce phénomène sur les résidences secondaires en résidence meublée de tourisme. Écoutez, les propriétaires sont avertis. Merci Patrick Amico d'avoir été notre invité en ce dimanche 2 novembre. Pas le 2, de 2 novembre. C'est la période. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et puis vous allez suivre, j'imagine, ce procès qui va durer au moins jusqu'en décembre, voire peut-être même jusqu'en janvier. C'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Merci beaucoup. Merci à nos Purgate également. Merci. Et bonne journée. Merci à vous.